Salut! Bon, on est dans le camion et dans cet épisode, on va parler câblage de maison neuve dans cette maison. Belle maison! Donc il faut savoir que c'est ici que j'ai terminé mon année scolaire en fait, juste avant de prendre mes vacances. Et donc j'avais préparé un maximum de choses pour le plaquiste, c'est-à-dire que j'avais câblé tout ce qui venait des plafonds pour qu'il puisse fermer. Là, soi-disant, le plaquiste a préparé un maximum de choses pour que je puisse avancer, c'est-à-dire que moi je dois passer mes gaines devant les doublages, etc. Donc on va aller découvrir ça ensemble. J'ai pas encore mis les pieds sur le chantier, mais de ce que je peux voir depuis le camion, je suis pas sûr que tout soit prêt pour que je puisse tout câbler, mais on va aller voir ça. Regardez-moi ça. Donc là, on est dans une maison qui est assez balèze. On a 4 ou 5 chambres, je crois, dont la plus grande chambre qui fait à peu près 25 mètres carrés. Enfin, c'est un studio, la chambre. Donc, je vais vous faire un petit tour. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai déjà pu faire sur ce chantier. Je vais vous expliquer également ce qui va me rester à faire et comment un peu j'ai procédé. Et ensuite, on va passer 2-3 câbles, on va faire le point sur 2-3 trucs au niveau des normes. Et puis voilà, on fera peut-être 1, 2, 3 épisodes, je sais pas, en fonction de ce que j'aurai à vous montrer. Pour l'instant, j'en profite, il n'y a personne. Donc voilà, allez, on fait le tour. Donc il faut savoir que c'est une maison qui fait 220 ou 230 mètres carrés habitables. C'est assez balèze, il y a une petite dépendance aussi. Là, je vous montre le tableau et j'avance dans la maison et je commente en même temps. Donc là, voilà, là on a le garage, côté rue, tout ça. Ici arrivent toutes les gaines qui vont être au niveau du tableau. Donc là on va avoir des grosses goulottes GTL avec un bon gros tableau. Tableau qui sera en triphasé parce qu'à partir de, moi en général, à partir de 150 mètres carrés sur une maison, j'ai tendance à passer en triphasé d'office. Peu importe le type de chauffage, etc. Parce qu'une maison, voilà, on peut plafonner à 12 kW au niveau de l'abonnement. Mais au-delà de 150 mètres carrés, on peut très bien se retrouver avec de lave-vaisselle, deux machines à laver, des grosses plaques de cuisson, même s'il n'y a pas de chauffage électrique et que c'est une pompe à chaleur, les résistances d'appoint des pompes à chaleur peuvent être assez balèzes, etc. Donc on peut très vite arriver à 12 kW en sachant que la dépendance sera en chauffage électrique. Donc voilà, elle va plomber un peu aussi l'abonnement. Donc direct triphasé, comme ça je sais que je peux aller sur des abonnements jusqu'à 36 kg et ça c'est pas mal. Donc voilà, à ce niveau-là, triphasé, dès que vous dépassez 150 mètres carrés, vous prenez pas trop la tête. Si vous êtes entre 120 et 150, posez-vous les questions. Quel type de chauffage j'ai, etc. Quel type de ballon d'eau chaude. Donc ça vaudra peut-être le coup aussi de passer en tri. En dessous de 120, en général, vous êtes tranquille, quoi. Sauf si vous mettez 2 radiateurs par chambre, mais je vous le conseille pas. Donc après, là, on va avoir la cuisine à cet endroit-là. Ensuite, là, tout ça, ce sera une partie cellier avec des machines à laver, compagnie. On a au fond du jardin là-bas la petite dépendance avec une chambre, une salle de bain, 2-3 trucs comme ça. Là, on va avoir un espèce de séjour, etc. Encore un salon séjour par là où il y a au niveau de la baie vitrée. Là, ici, on a une première chambre, une deuxième chambre au fond là-bas, encore une, et chaque chambre a sa petite salle d'eau. À chaque fois, il y a une petite douche, un petit lavabo dans chacune des chambres. Et la salle de bain parentale, il me semble qu'il y a baignoire, douche et WC dedans. Donc là, vous avez aussi un petit patio pour les 2 chambres qui sont là. Ça, ce sera aussi un petit jardin, enfin un bon petit jardin. Un patio encore pour la chambre. Là, il y en a partout. Et voilà la chambre parentale. Donc là, vous voyez, je suis vraiment dans la chambre parentale qui est énorme, avec la salle de bain qui sera au fond, là, l'énorme salle de bain. Le jardin toujours, avec la dépendance là-bas. Et là, après, on a l'étage. Et donc, notre petit étage, où là, ce sera une sorte de mezzanine avec, voilà, grand espace ouvert sur le salon ici, voilà. Là, toutes les gaines qu'on peut voir ici, ce sera une grosse boîte de dérivation plus mon moteur de VMC. Alors, les gaines de VMC ne sont pas isolées, ce sera une VMC en nigro, mais chacun des passages des gaines sont dans un volume isolé, c'est-à-dire qu'elles passent toujours entre le plafond et la laine de verre. Donc c'est comme finalement si la gaine était isolée. Si j'étais passé au-dessus de la laine de verre, entre la laine de verre et la toiture, là il aurait fallu que je mette de la gaine de VMC isolée pour pas que ça condense. Mais quand vous êtes dans le volume isolé, pas besoin, ça coûte beaucoup moins cher et surtout ça prend beaucoup moins de place dans les passages. Parce que regardez, là il faut péter les parpaings. Alors de l'autre côté c'est isolé, ici ça va être isolé. Donc voilà, moi j'ai mis de la mousse pour que tout se tienne bien et que le bord de la gaine n'aille pas râper contre le parpaing, on sait jamais. Avec le peu de mouvement d'air qu'il y a au niveau de la VMC, ça peut faire bouger un peu et rogner contre le parpaing sur le très long terme. Pareil pour les gaines, je mets un peu de mousse, etc. pour plus que ça bouge, que personne me tire une gaine sans faire exprès. Pareil ici, voilà. Et c'est vrai qu'habituellement, j'ai plus tendance à essayer de mettre la boîte au tableau, de mettre tout au tableau pour avoir un seul point d'entretien dans la maison. Mais vous doutez bien que sur 230 mètres carrés,
Essayer de tout ramener au tableau, c'est une galère quoi, ça fait des boîtes beaucoup trop grosses. En plus on a pas mal de plafonds, je vais vous montrer un peu les plafonds aussi parce que dans l'île de Ré c'est très spécial. Et donc je suis obligé de mettre, ici il y aura 2 boîtes. Il y aura donc cette boîte qui est assez balèze pour toutes les petites chambres qu'on a vues en bas, plus une partie du salon et les petits patios extérieurs aussi, il y a pas mal de choses qui passent là-dedans. Je mets les radiateurs, les prises, les circuits de lumière aussi, là je mets vraiment un peu tous les circuits parce que je veux pas avoir des longueurs pas possibles de câbles, juste pour, voilà, pour arriver au tableau. Mais tout ça, je vais demander un petit coffre technique ici, comme ça je pourrais loger le moteur de VMC, ma boîte, donc entretien toujours au même endroit. En plus c'est dans une partie mezzanine qui servira avec un baby-foot, un billard, des choses comme ça. Donc c'est pas gênant si vous voulez, c'est pas dans une chambre où on est à 2 mètres carrés près, enfin ça fera pas 2 mètres carrés mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour en revenir au plafond, ici donc on est sur l'île de Ré, on aime beaucoup l'esthétique parce que ici quand vous avez payé le prix du terrain, juste le terrain, les travaux à côté c'est rien du tout. En général un terrain comme ça, on n'est pas loin du million d'euros, enfin je dis ça un peu au pif mais à 200 000 euros près de plus ou de moins, on n'est pas loin. Donc clairement les travaux c'est un plus petit pourcentage du terrain. Donc là on est sur des trucs un peu haut de gamme. Et donc les plafonds, tout le monde veut ce genre de choses. Du plafond rampant en bois. C'est-à-dire que vous voyez, il y a plein de gaines. Ça c'est le menuisier qui me les a passés au moment où il a fermé tout ça. Parce que pour être hors d'eau, hors d'air, il est obligé de mettre le bois définitif. C'est-à-dire que le lambris qu'on voit là, au-dessus il y a de la laine de verre, après la toiture, les tuiles. Je peux pas faire tout mon câblage à ce moment-là exactement. Donc c'est pour ça que lui me passe plein de gaines de vin entre chaque travée, à chaque fois. À chaque fois qu'on a 2 poutres ici et là qui séparent, il me passe une gaine de vin partout. Et ça, même si j'ai rien du tout, comme ça, moi, peu importe, après, je peux, avec la gaine, faire passer, alors aller d'un point A à un point B, ou simplement percer un trou pour mettre un spot, ou plusieurs, et me servir de cette gaine-là, qui fait exprès de me laisser au centre des planches. Comme ça, je peux percer mon spot au centre, entre les 2 poutres, la gaine, elle passe là, je l'ouvre, le câble et après je récupère mon câble comme ça. Et ça, vous allez voir des plafonds comme ça, il y en a un peu partout. C'est pas du plafond plat sur rail avec une trappe où on fait un peu ce qu'on veut. Faut beaucoup anticiper. Alors il n'y a pas que dans l'île de Ré qu'on fait ça, mais dès que vous êtes dans du haut de gamme, dans des choses comme ça, parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'un plafond placo forcément. Ça, il y en a beaucoup et c'est beaucoup de contraintes pour tout ce qui est éclairage et passage de câble. Vous voyez, j'en ai là, j'en ai un peu partout. Voilà, même dans le garage, hein. Dans le garage, là, vous voyez, c'est la partie garage, on est comme ça aussi. Donc tout ça, ça va rester comme ça, donc là, pour passer des câbles en plafond, en gros, on n'a que les gaines du menuisier, qui a été très sympa de me les passer, parce que normalement, c'est moi qui les fournis, c'est lui qui les passe. Mais là, carrément, il en a fourni plus de la moitié. C'est des stades du chantier, moi, qui m'angoisse beaucoup, en me disant, faut pas que le menuisier, ce soit un relou, qu'il ait pas envie de mettre les gaines, ou qu'il m'appelle, que je décroche d'un chantier exprès pour juste passer une gaine entre chaque truc, alors que lui, ça, pendant qu'il fait son bois, ça lui change pas grand chose. Petit détail aussi, vous verrez pas mal de marquage au sol à la bombe de peinture. Donc ça c'est moi qui ai dessiné toutes les cloisons en fonction du plan que j'avais. Donc vous voyez, je me suis pas trop trompé parce que moi je mesure à 3-4 cm près, je m'en fous, c'est juste pour avoir un visuel des chambres. Je mets le nom des chambres, je les trace et comme ça je prends plus trop mon plan. Comme ça j'avance et tout est marqué au sol et même pour le client ça lui permet de se projeter légèrement quand on fait des réunions entre temps. Et on va voir que finalement je ne suis pas trop trompé. Comme je vous dis, moi c'est pas grave. L'important c'est que le plaquiste lui soit au centimètre près forcément. Mais moi je m'en fous si ça tombe un peu à côté. Voilà, c'est juste pour que je sache où arrivent mes gaines quand elles descendent dans une cloison, etc. quand je fais mon câblage. Donc là on voit bien que je suis pas trop loin de ma ligne, hein. Puis vraiment je trace à l'arrache hein, quand je fais ça. Mais alors j'espère que lui il s'est pas pris là-dessus pour faire ses cloisons. Mais voilà, vous voyez son rail là il a posé pour délimiter les pièces. Donc je tombe plutôt bien. Je suis assez content. Ici, vous voyez, là par exemple, je suis bien à côté, mais ça c'est pas grave. Moi j'avais tracé ma cloison là, lui il est là, mais ça, vraiment, pour moi ça a aucune importance. Donc lui il m'a fixé des trucs comme ça. Et je dois dire que je suis assez content parce qu'il a pu me passer beaucoup de laine de verre, beaucoup de raillage, parce qu'à la base il voulait que je passe tout sur les murs pour tout revenir et faire tout qu'une seule fois. Mais je vous explique pourquoi il ne faut surtout pas faire ça. Parce que les gaines, si je les passe derrière, que je lui prépare tout avant quand il n'y a pas les rails, il faudra après percer la laine à cet endroit-là pour faire sortir la gaine. Et ce qui est pas bien avec ça, c'est que la gaine elle va courir le long d'un mur froid, d'un mur extérieur, et elle va
percer la laine, donc faire un petit pont thermique, laisser passer du froid, et ça à chaque gaine, à chaque prise, à chaque inter. Et des fois dans un inter on peut avoir 4 gaines qui arrivent, donc un gros trou dans la laine, ça laisse passer l'air, ça laisse passer le froid, et en plus pour moi c'est très chiant parce que je dois mettre des fixations à chaque fois sur le parpaing. Donc déjà c'est pas bien au niveau des économies d'énergie, c'est pas bien pour la planète, hein, et puis moi je perds du temps, donc il n'y a aucune raison de faire ça. On faisait ça à l'ancienne, hein, il y a longtemps, mais maintenant de toute façon dans le DTU c'est interdit, on doit passer devant la laine de verre, donc j'ai dû négocier avec le plaquiste pour que ça se fasse comme ça, mais je suis bien content qu'il ait accepté et qu'il ait bien joué le jeu. Bon, après cette introduction aussi grande que cette maison, maintenant, on va aller chercher un peu de câbles, un peu de fil, un peu de trucs. Je vais préparer 2-3 trucs. Moi, de toute façon, je vais passer le reste de ma semaine ici. Donc, générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés! Du coup, je sais pas si après toute cette intro, tu as reconnu cette maison, ce qui m'étonnerait, mais c'est celle de la vidéo où j'ai tout creusé, que je te mettrai en fiche par là. Donc c'est celle où j'avais tout creusé, passé énormément de gaines au sol, parce que justement on a vu avant qu'avec les plafonds c'était compliqué, que de traverser, faire des détours pas possible. Là au moins ça me permet d'avoir des gaines directes qui partent au tableau. Donc voilà pourquoi je creuse beaucoup dans ce genre de baraque et que je passe beaucoup de gaines sous dallage. Et donc là moi, comme ça fait 4-5 semaines que je suis pas venu ici, je vais tranquillement me chauffer. On va reprendre sur la chambre parentale. Je sais que c'est là où j'avais pas mal de choses à faire encore, même si j'en ai encore un petit peu dans toutes les pièces, parce que voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de prises, beaucoup d'inter, beaucoup de lumière. Donc j'ai juste besoin d'avancer un tout petit peu, un peu à droite à gauche pour me rappeler où j'en étais. J'ai également mon dossier avec plein de notes, avec les plans électriques, avec tout. Enfin les plans électriques, c'est moi qui les ai faits plus ou moins. Et j'ai aussi mis beaucoup de repères sur mes gaines. Donc à chaque fois que j'avais une gaine, je repérais au niveau du tableau et sur la gaine pour savoir où ça allait. Parce que quand on en a une, ça va, mais quand il y en a 4-5 qui arrivent du sol, on ne sait plus trop qui va où. Donc voilà, là j'ai VRCHP, donc volet roulant, chambre parentale. Maintenant qu'il y a la laine, je vais pouvoir dérouler une partie des choses que j'avais juste laissées en attente, hein. J'avais déroulé, pris une longueur à peu près, et maintenant je vais pouvoir passer entre les rails et la laine de verre. Donc je vais commencer par ça, ce sera simple, j'ai pas besoin de beaucoup d'outils, et voilà, ça va me remettre dedans parce que c'est pas... J'aurais préféré reprendre par une maison de 50 mètres carrés pour me chauffer après les vacances, mais c'est comme ça. Et action! Donc là voilà, j'étale mes petits plans par terre, mes petits trucs. J'ai aussi réimprimé moi tout mon devis, enfin que j'avais déjà quand j'ai commencé le câblage, pour me rappeler combien de prises je mets, à quel endroit, etc. Enfin c'est pas marqué l'endroit sur le devis, mais au moins le nombre, savoir si à tel endroit j'ai mis un va-et-vient, télérupteur, un simple allumage, des choses comme ça. Parce que je peux pas avoir tout en tête, c'est pas possible. Donc j'ai ma petite fiche de route, mes petites feuilles de route, et comme ça me permet d'avancer et de rien oublier. Parce que là, les oublis dans ce genre de maison, ça va très très vite. Donc c'est parti, je vais commencer par dérouler cette gaine qui est le sèche-serviette de la chambre parentale qui est juste à ma droite. Elle passe donc par une gaine de 25 qui part au sol jusqu'au tableau. Alors en sachant qu'ici j'ai câblé les radiateurs en 2,5 mm parce qu'à ce moment là on peut mettre 2 radiateurs par circuit de 16 ou 20 ampères. Mais vu que c'est du triphasé, j'aurais dû, j'ai fait ça machinalement parce que je le fais souvent en 2,5, mais j'aurais dû les câbler en 1,5. Pour le triphasé c'est plus simple à répartir parce que quand vous branchez des circuits de puissance, il faut que ce soit bien réparti sur les 3 phases et à ce moment là c'est plus simple de les câbler en 1,5 comme ça à chaque fois qu'on a un radiateur on met sur une phase, celui d'après on met sur une autre. Alors après j'aurai sûrement des groupes de 2 radiateurs donc je pourrais faire 2 radiateurs sur une phase, 2 radiateurs sur une autre, etc. Mais en termes de radiateurs j'aurai que les sèche-serviettes de toute façon ici, donc 3 salles de bain plus une salle de là, 4 radias et normalement un sur la mezzanine, un 5e, mais j'ai aussi du chauffage électrique dans la dépendance. L'équilibrage, je le ferai uniquement au moment de brancher le tableau, mais c'est bien d'anticiper et de s'aider un petit peu justement avec des petites astuces au niveau du câblage. Donc là, je coupe le scotch, je déroule, je vais jusqu'à la cloison où ça doit rentrer et c'est parti.
Donc jusque là, rien de très compliqué, hein. Je prends la gaine qui est déjà câblée, je la passe derrière le rail, entre rail et laine de verre, et ça tient tout seul. Donc c'est là aussi le gros avantage de passer à ce moment-là du chantier. Et forcément, il manque 2-3 morceaux de laine un peu à droite à gauche, ça je comprends pas avec les plaquistes quand on leur demande de tout railler tous les nez, qu'ils nous en fassent que 70-80% à chaque fois. Surtout que là, il n'y a rien qui les empêche de mettre la laine. Pourquoi? Et ça c'est chiant. Et du coup, à l'endroit au-dessus du coffre où il y a le volet roulant, il n'y a pas encore la laine de verre, mais à ce moment-là, bah tant pis, moi je passe ma gaine comme ça, je laisse une légère vague et comme ça il pourra glisser la laine de verre et je la tends pas complètement la gaine, ce qui fait qu'il pourra il aura un peu de mou pour glisser son morceau de laine de verre derrière. Et pour tous ceux qui se disent que les gaines comme ça c'est plus risqué quand on veut percer pour fixer des choses, avec du placo, il n'y a aucun problème parce qu'en général dans du placo on met soit des queues de cochon, soit des chevilles mollies et ça se perce à la main avec un tournevis en fait. Donc c'est pas comme si on devait mettre de la percussion avec une machine avec un forêt béton ou quoi que ce soit et que la gaine en plus de ça il y a la laine de verre derrière qui va pousser. Donc même si on allait avec une machine, il y a grande chance que si on tombe déjà pile poil sur la gaine, pas de bol, mais que ça la pousse un peu, elle est pas scellée dans du béton et elle risque rien. Donc avec du placo, les percements de chevilles mollies, queue de cochon etc, il n'y a pas de souci. Voilà, alors j'essaye de faire au maximum avec les contre-jours, mais il y a des fenêtres absolument partout dans cette maison. Donc voilà, je fais comme je peux. Donc elle arrive bien à notre future cloison. Donc là, il y aura les plaques de placo pour le doublage, la cloison qui viendra dessus. Elle faut qu'elle rentre dans la cloison parce que sur mes petits tracés au sol là qu'on peut voir, donc ça c'est notre future cloison. Ici j'ai un galandage. Donc vous voyez là j'ai même mis un petit symbole de danger pour pas que j'oublie la terre. Parce qu'ici je vais avoir un galandage à châssis métallique. Donc ça, dans une salle de bain, c'est obligatoire d'être raccordé à la terre. Très très important, sinon refus de consuel direct. Mais ça ils cherchent pas à comprendre. Ils sont pas ouais peut-être que non c'est refus. Donc maintenant je me suis fait avoir une fois sur un chantier. J'ai réussi à me dépatouiller. Mais voilà, la connerie, maintenant je la ferai plus quoi. Donc pensez-y les galandages à la terre dans les salles de bain, très important. Et pareil pour toutes les fenêtres alu. Là j'ai des fenêtres alu ici, j'en ai une autre ici, la grande là, très étroite. Donc ça c'est pareil, fenêtre alu, salle de bain à la terre, important. Très important. Donc là ma gaine, elle est passée, il y a assez de longueur pour passer au-dessus de la porte de galandage dans la future cloison, donc là j'y touche plus. Maintenant il me manque les cloisons, les rails, les montants, mais ça c'est normal parce que le plaquiste a besoin que ce soit fermé au niveau des doublages pour intégrer ces cloisons. Là-bas il a mis 2-3 rails au sol, c'est cool, mais de toute façon il peut pas commencer à monter les cloisons sans les doublages et ça c'est tout à fait normal. Donc maintenant que ça c'est bon, on va pareil dérouler un autre câble qui était déjà câblé, mais juste avant j'ai une petite subtilité au niveau des normes de salle de bain ici. Donc au sol, on peut voir mes tracés là ici, c'est une baignoire là avec les écritures. Donc au niveau des volumes de sécurité dans les salles de bain pour les baignoires, c'est un peu pareil que la douche, c'est-à-dire que le bord de la salle de bain, vous prenez 60 cm, dans ces 60 cm là vous êtes en volume 2, après ces 60 c'est un peu la fête, on met ce qu'on veut. Le volume 1 étant au niveau de la baignoire et le volume 0 c'est là où on met les pieds sur la baignoire pour schématiser. En gros volume 0, gros danger, volume 1, danger, on fait gaffe, volume 2, c'est un peu toléré, il y a 2-3 trucs, et volume après volume 2, on met ce qu'on veut. Mais dans ce fameux volume 1, donc dans les 60 cm après la baignoire, on a le droit de mettre des équipements en 230 volts, à condition qu'ils soient classe 2, un peu comme un sèche-serviette finalement. Et donc, sur cette fenêtre, on a un volet roulant, on voit le coffre blanc qui est juste au-dessus, et les fabricants de volets roulants, voilà ce qui nous laisse comme longueur de câble à sortir du volet roulant pour aller jusqu'à notre inter. Donc on voit bien que si je veux le ramener dans la cloison pour mettre un inter, je vais être vraiment quasiment au niveau de ma baignoire, et même si je sors de l'emprise de la baignoire, je reste dans le volume 1, je serai pas du tout en dehors des 60. Donc cet interrupteur qui est pas classe 2, interdit dans le volume 2. Donc il va falloir l'emmener en dehors de l'emprise des 60 après le bord de la baignoire, en sachant qu'on a aussi l'ouverture de galandage, donc on peut pas le mettre au milieu du vide, à pendouiller, même si ça fait 60, c'est pas très pro, donc il va falloir que je l'emmène après l'ouverture du galandage, enfin après l'ouverture du passage quoi. Sauf qu'on a vu juste avant que j'ai pas assez long, et si je veux le rallonger, par exemple, je fais un petit trou de 67 à la cycloche dans mon placo, je mets une petite boîte propre avec un cache, un obturateur, ça existe de la même marque que les appareillages, en plus en Audace par exemple, si vous avez tout en Schneider Audace. Mais encore une fois, ce petit obturateur il
contient donc des connexions électriques et lui il n'est pas classe 2 non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre côté chambre et je vais le mettre en partie basse comme une prise sur le doublage de la chambre. C'est-à-dire que je vais descendre le câble, je vais mettre mon boîtier de connexion dans la chambre, donc même si ça fait pas plus de 60, vu qu'il y a la cloison, toutes les normes dans les salles de bain sont mesurées menuiserie fermée. C'est-à-dire que même si, vous voyez, mon bord de galandage arrive là, ma baignoire est juste à côté là, hein, elle est quasiment au niveau de ma main. Si je mets un inter qui lui n'est pas classe 2 et que pourtant il n'y a pas 60 cm, ça marche quand même parce que c'est mesuré volume fermé. Parce que quand on pense à douche, les consuels ils estiment que s'il y a une porte, on ferme la porte. Par contre, si vous n'avez pas de porte, attention à vous, ce sera pas compté, il faut une porte. Donc ça, je le mets dans la chambre partie basse. De là, je repars avec exactement la même chose, ma terre, mon neutre, ma montée, ma descente, simplement pour prolonger les fils et aller côté où j'ai le droit de mettre mon inter de volet roulant. Comme ça, en plus, il sera aligné avec les interrupteurs de l'entrée de la salle de bain, donc ce sera plus esthétique et surtout, ce sera aux normes. Vous voyez, ça en fait des choses à penser. Et encore, moi, j'avais jamais eu le cas avant ici avec le volet roulant justement très proche de la baignoire. Donc moi je me suis dit quoi dans ma tête d'électricien? Je me suis dit on est dans la baignoire, il n'est pas à plus de 2,25 m le moteur de volet roulant parce que le moteur lui il est alimenté à l'intérieur du coffre. Donc je me suis dit mais on n'a pas le droit de mettre un volet roulant à ce moment là si on est dans le volume 1 et qu'on a un moteur qui est pas classe 2. Normalement ça devrait être interdit, mais du coup j'ai dû appeler le consuel au moment de faire le devis pour savoir s'il fallait mettre un moteur en 24 volts ou que sais-je. Mais justement c'est là que le consuel m'a rappelé que toutes les mesures sont prises volume fermé, menuiserie fermée. Donc même si le moteur géographiquement il reste dans le volume interdit, on va dire, vu qu'il y a une fenêtre qui ferme, c'est bon, ça passe. Même s'il y a de l'électricité dans le coffre qui est juste là, alors que la baignoire est juste en dessous. Après, faut que le moteur il tombe dans la baignoire. Je veux dire, vous avez plus de chances de mourir sur la route que comme ça. Mais bon, blablabla. Est-ce que c'est long, les normes et chiant? J'aurais dû être peintre, moi. Ça aurait été tellement plus simple. Donc ici, j'ai un petit câble réseau RJ45 pour la chambre parentale. Donc lui, quand il est sous dallage, comme il arrive ici, donc toujours gaine de 25 qui part à mon tableau. Donc les câbles RJ en direct, hein, toujours jusqu'à la baie de brassage, de la prise jusqu'à la baie de brassage, une seule ligne, on fait pas de connexion, rien du tout. Lui, je vais le passer comme l'autre et lui, je vais pas le gainer parce qu'une fois qu'il est dans les doublages, je suis pas obligé de le gainer. Hein. La partie blanche fait sa propre protection, quoi. Mais sous la dalle, évidemment qu'on le gaine. Voilà, et c'est là où mes tracés sont vachement utiles que je fais au préalable parce que vous voyez, je reviens 4-5 semaines après, je sais que ma cloison elle est là. Ça c'est vraiment le début de ma chambre parce que là c'est un gros dressing juste ici. Et donc là j'avais fait un petit point de peinture et comme ça me permet de savoir que mon RJ s'arrête ici. J'ai très long en termes de rab, mais voilà, avec le RJ je préfère perdre 50 cm que s'il y a une couille sur le passage, un truc, un changement même, hein, parce que si le client me dit ah finalement je veux là-bas, j'ai pas besoin de retirer un câble parce que comme je disais, on fait pas de connexion pour rallonger le RJ45 ou on se dit pas comme une prise par exemple où on dirait bon bah tant pis, je mets quand même une prise ici, je vous l'offre, tant pis, et puis je repars de cette prise pour en mettre une à l'autre bout. RJ, on fait pas ça, donc voilà, je préfère perdre un petit peu de câble, mais au moins être sûr que ça arrive à bon port. Et même au moment où je vais mettre ma prise RJ45, là ça va sortir du placo comme ça, je ferai mon branchement et moi je repousserai quasiment tout dans le doublage. Ça fera un truc comme ça à l'intérieur, mais ça c'est pas du tout gênant. Et comme ça, encore une fois, si un jour ils me disent ah finalement on la veut là-bas, j'aurai juste à retirer et repasser derrière le placo et ça marche très bien. Un paquet de petites astuces mais qui peuvent bien dépanner. Une fois que j'ai mon RJ qui est au bon endroit, ça m'indique aussi qu'il va me falloir une prise de courant. Parce qu'un ordinateur connecté à internet c'est bien, mais s'il n'est pas allumé par une prise de courant, c'est moins bien. Et là je vais faire travailler un peu ma mémoire parce que je crois que la seule gaine où j'ai fait mon circuit de prise pour cet ensemble, dressing, chambre parentale, salle de bain parentale, j'ai pas mis de repère dessus mais il est évident par rapport à mes tracés que, enfin c'est celle que je vais vous montrer. Circuit de prise, 2,5 mm² ou un 5 mm², moi je prends toujours du 2,5, plus simple pour moi, enfin je trouve peut-être moins économique mais voilà. Parce que donc 12 prises sur le 2,5, protégé en 20 ampères ou en 16 si on souhaite, moi ce sera protégé en 16 et voilà 12 prises quoi. Donc là j'ai tiré une seule ligne sur une des gaines qui arrive en bas, qui part au tableau et je vais faire des boucles sur le nombre de prises que j'ai dans le dressing, parce que j'en ai une dans le dressing tellement il est grand. J'en ai au moins 4 je crois dans la chambre, j'en ai 2 ou 3 dans la salle de bain et puis voilà. Donc de toute façon, même si j'ai le droit à 12 prises, moi en général je m'arrête à
J'essaye d'aller à 7, 8. Si j'ai besoin d'aller à 9, 10, je vais à 9, 10. J'évite d'aller jusqu'à 12. Comme ça, encore une fois, pour les rajouts, très souvent on me dit ah finalement là, j'en voudrais bien une deuxième. Donc on double, on met une prise double ou une prise triple. Et ça c'est hyper fréquent sur les chantiers. Quand c'est pour vous, vous savez ce que vous voulez. Et même encore que si votre femme elle arrive et qu'elle dit oh non chérie, moi je veux pouvoir brancher mon sèche-cheveux en plus de mon lisseur. Et ben à ce moment-là, si la patronne a dit, vous faites. Donc voilà, essayez de pas surcharger les circuits de prise au maximum, même si vous en avez le droit quoi. Si vous 12, gardez un petit pourcentage, un peu comme l'esprit de garder de la place sur une rangée de disjoncteurs. Vous avez 13 modules de rangée, donc là c'est carrément une obligation hein, par la norme. Nous c'est pas une obligation, on a le droit à 12, on peut aller à 12. On n'est pas obligé de laisser 10%, mais par le bon sens, si vous voulez pas trop surcharger, puis ça changera pas fondamentalement grand chose à l'économie que vous allez réaliser sur votre chantier si vous allez à 12 à chaque circuit. Voilà, franchement, ça changera pas grand chose. Vous allez perdre 2 disjoncteurs sur 5, 10, 20 000 euros d'élec, la belle affaire quoi. Donc là, ma petite gaine avec juste 3 fils, hein, rouge, bleu, vert, jaune, 2, 5, ça je sais que c'est un circuit de prise, surtout si j'ai rien marqué dessus. Donc je prends, je déroule. Là, j'ai pas de laine de verre parce que, bah, flemme. Hein. Et donc là, bah, comme les autres, je passe derrière le rail et la laine. Pareil, je lui laisse un peu de rab, je tourne pas complètement la gaine parce que sinon, bah, il va avoir du mal à passer la laine derrière, ici et là. Donc je lui laisse une petite boucle comme ça, ce sera plus sympa pour lui, pour le plaquiste. Moi je viens jusqu'à mon tracé qui est ici, je m'arrête là et de là je vais repartir à toutes mes prises avec du 3G de 5. Là je suis en gaine plus fil parce que donc j'ai passé des gaines sous la dalle et ensuite je m'accroche sur le tire-fil qui est fourni dans la gaine qui est déjà dedans avec du fil, avec mes dérouleurs. Je pousse, je tire, je pousse, je tire. Alors je suis tout seul donc je marche des kilomètres et une fois que c'est passé, je prends ma longueur, je coupe et après dans les doublages pour gagner du temps, je repars en câble, ce qui est la même chose. Hein. Le câble c'est une protection, une enveloppe noire avec les 3 fils dedans en 2,5. C'est juste que je gagne énormément de temps. Et en plus, si vous achetez de la gaine plus 3 bobines de fil de 100 mètres, vous allez avoir des chutes en plus qui correspondront pas forcément. Vous aurez un peu plus de fil à la fin que de gaine ou inversement. Et c'est quasiment le même prix en fait. Moi j'ai déjà fait les comparatifs. Enfin voilà, vous allez peut-être gratter un petit peu, mais le temps que vous allez mettre à filer vos gaines à chaque fois pour faire tout vos repiquages, votre câblage, etc. c'est du temps de perdu énorme par rapport à une bobine de câble. Vous l'ouvrez, vous déroulez. Vous pouvez très bien la passer comme ça sans gainer à travers les doublages parce que l'enveloppe noire sert de protection et ça va beaucoup plus vite. Donc juste tout ce qui repart au tableau sous les gaines en fil parce que voilà, ça prend trop de place un câble dans une gaine sous dalle. En plus c'est plus dur à passer, ça coûte plus cher parce que du coup on met la gaine plus le câble qui est gainé et après une fois que j'arrive à mon premier point de prise, là après je repars en câble pour gagner énormément de temps. Donc je vais chercher ma bobine de câble. Bon, me revoilà avec ma bobine de câble 3G 2.5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle câble, hein, donc avec l'enveloppe noire, câble R2V 3G 2.5, 3G parce que 3 fils, G, il y a une terre dedans, 2,5 pour la section 2,5 mm² de cuivre. Donc avec ça, vous pouvez faire des prises, des radiateurs, de la lumière, même si ça sert pas à grand chose, on est plutôt sur du 1,5 avec de la lumière, des électroménagers, four, lave-vaisselle, etc. Donc ça, c'est un peu le fourre-tout de l'électricien. Avec ça, déjà, on fait pas mal de choses dans la maison. À ne pas confondre avec les fils qui sont, donc on n'appelle pas les fils les câbles. Les fils, c'est ceux qui sont à l'intérieur, hein, forcément. Donc dans du câble, il y a des fils, mais certains appellent les fils le câble. Voilà, c'est une petite confusion, mais je sais que vous êtes plus malin que ça, vous. Donc là, l'avantage avec ce genre de maison, c'est qu'on a de la place. Pour dérouler ce genre de bobine, ce que je vais faire, je prends ma bobine, je vais faire une spire à gauche, une spire à gauche, une spire à gauche. Ça en fait 3. On change de bras, on fait la même chose à droite. 1, 2, 3. Pareil, 1, 2, 3. Et on continue. 1, 2, 3, 2, 3. Le gros avantage de ce truc-là, c'est que on vient de dérouler comme ça, c'est pas trop fatigué, on a l'impression que c'est emmêlé, mais le fait de faire un coup à gauche, un coup à droite, quand on va tirer en arrière, ou dans l'autre sens, hein, ça peut être le bout du câble là-bas qu'on va tirer, on tire, et en fait, les spires, elles s'annulent. Donc vous voyez, en fait, ça fait un câble qui est quasiment droit, quasiment parfaitement déroulé. Alors on a quelques petites ondulations là, mais clairement, c'est pas grave du tout. C'est juste que si vous déroulez tout dans le même sens,
ça va finir par voilà, essayer de reprendre un peu la forme que ça avait sur la bobine et ça va être un peu emmerdant. C'est pas grand chose, mais quand vous passez des kilomètres et des kilomètres de câbles, être un tout petit peu emmerdé sur chaque truc, à la fin de la journée, vous êtes très emmerdé, tout simplement. Après, il existe des dérouleurs de câbles, mais moi j'aime pas ça parce que voilà, dans un câble, vous avez 3 fils, il y a juste une couronne à faire comme ça. C'est pas très compliqué. Les dérouleurs de câbles, ça fait encore des trucs à mettre dans le camion, encore des trucs à décharger, recharger quand la bobine est vide. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je pense peut-être que j'ai tort de faire comme ça. Je sais qu'il y a peut-être des dérouleurs de câbles qui sont très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker aussi parce que j'ai oublié de le dire. Mais bon, bref, je sais que vous le faites et que ça se passe très bien sur l'ensemble de cette chaîne à ce niveau-là. Donc, encore merci. Et voilà, les dérouleurs de câbles, je suis pas fan quoi. Sur des fils, il faut le faire parce que juste pour passer 3 fils pour une prise, vous allez devoir dérouler comme ça 3 couronnes, rouge, bleu, vert, jaune. Alors que là, en déroulant juste une couronne comme ça, vous avez déjà votre circuit de prise qui est prêt à être passé dans les doublages, dans les gaines, etc. Donc voilà, moi ça me dérange pas du tout de faire comme ça, je trouve pas ça chiant et ça passe très bien. Donc là, on a vu tout à l'heure que ce qui arrivait du tableau, ça arrive à la première prise qui est là. De celle-là, on va passer là, on va aller alimenter une prise à côté du câble réseau qu'on a passé tout à l'heure. Ensuite, on va faire le tour de la fenêtre pour revenir par ici dans la salle de bain. Vous voyez ce que j'ai tracé au sol là, ça va être une très grande vasque. Donc je vais en mettre à droite et à gauche. Normalement à gauche ça devrait être bon parce que là j'ai suffisamment long et ici je vais avoir une cloison qui va faire de plus de 2,25 m. Donc je peux mettre une prise même si la douche est pas loin. Encore des histoires de mesure et de volume dans les salles de bain. Ça, faut... Ensuite donc de ma dernière prise que j'aurais passée dans la salle de bain, je vais continuer dans le doublage. Je vais passer par ici et je vais revenir dans la cloison de la chambre parentale où j'en aurai une là, parce que le lit, vous voyez, c'est marqué axe lit ici, donc on aura un lit de 180 ou de 160 ici. Donc une prise, non, ou 2 prises de chaque côté. Et ici, j'avais donc un petit patio et dans ce patio là, j'ai une prise extérieure que j'ai percée avec la fameuse scie cloche, vous voyez, c'est toujours aussi nickel, ça franchement, la scie cloche, là je vous mettrai la fiche en vidéo en lien, parce que c'est vraiment trop pratique. Donc cette prise là extérieure, elle n'est pas obligée d'être sur un circuit dédié aux prises extérieures. Elle peut très bien être mélangée avec un circuit de prise classique, chose que je fais maintenant. L'éclairage, j'essaye de le mettre sur un disjoncteur à part, les prises... pour 1 ou 2 ou 3 prises, souvent dans les maisons. Moi, ça me fait chier. Voilà, si vous préférez, faites-le. Ça a du sens de laisser que l'extérieur sur des circuits dédiés pour quelques prises extérieures. J'ai juste à faire bien attention quand je les installe, que tout soit étanche, etc. Mais moi, ça m'emmerde. Et donc, elle qui arrive ici, elle va parcourir jusqu'à la cloison ici, pour revenir se finir avec une des dernières prises de notre circuit. Donc vous voyez, ça va nous faire une prise dressing, une prise chambre à côté du RJ45, peut-être même qu'il y en aura 2, parce que s'il y a un ordi, un truc, un machin, donc on va dire une. Donc on est à 2, on va avoir 2 prises dans la salle de bain, on va avoir normalement 4 prises en tête de lit, donc là 5, 6, 7, 8, la prise extérieure 9, et à l'entrée de la chambre, oui, parce que ça c'est bien l'entrée de la chambre, tout ce que vous voyez ici, quand je dis que c'est une grande chambre, je rigole pas. Ici, on va avoir là, on va avoir un placo collé. Ici, il n'y aura pas de doublage, pas de rail. C'est pour ça que j'ai fait une petite saignée que j'ai préparée pour aller jusqu'au sol. Ici, j'ai fait mon trou avec ma scie cloche magique. Pareil pour l'inter qui est là. Et donc ça sera la dernière prise de l'entrée de la chambre pour brancher un aspirateur ou autre chose. Et elle va arriver directement du sol. C'est-à-dire que là, je vais mettre une gaine bien fixée sur le sol, à rejoindre là, rejoindre le doublage, et peut-être que j'irai me mettre dans une prise là-bas. Je sais pas trop encore comment je vais gérer cette prise-là, mais on verra. Parce que de toute façon, on n'a pas le droit, enfin on peut pas brancher 3 arrivées sur une seule prise, alors que la façon dont j'ai fait là, la dernière prise où il y aura que 3 fils, ce sera la prise extérieure, mais j'ai pas envie de refaire un trou vers l'extérieur pour finir mon circuit comme ça. Donc j'irai peut-être mettre 3 arrivées dans une prise, mettrai un pot plus profond, des wagos pour ressortir avec uniquement 3 fils. Et pour toute la partie où j'ai dit que je fixais la prise directement sur le sol, en moyenne on a un TMS de 80 à 100 mm, donc ça fait voilà, ça fait un bon 10 cm en général dans les maisons neuves maintenant. Après on a le plancher chauffant plus la chape, on compte quasiment 5, plus entre 1 et 2 cm de carrelage à peu près. Donc c'est pas ma petite gaine qui va emmerder grand monde, surtout qu'on évite d'en passer 150 dans la maison, parce que si je passe toute mon installation au sol, le mec qui met le TMS il va devenir fou, mais si j'en mets de temps en temps une là parce que ça m'arrange, lui il pose son TMS dessus, ça lui fait une marque en dessous, il découpe au cutter, il enlève un tout petit morceau de TMS, il repose dessus et ni vu ni connu, elle est sous le TMS au même titre que les grosses gaines qui sont sous la dalle quoi. C'est juste que voilà, on passe pas 50 000 gaines. Parfois, et j'ai vu un architecte faire un réagréage
exprès pour ça, c'est-à-dire qu'on avait le droit de passer tout ce qu'on voulait au sol, partout, comme on voulait, et avant de mettre le TMS, il faisait couler 3 cm de chape en fait, simplement. Comme ça permettait à moi et au plombier de passer dans tous les sens comme on voulait, c'était après noyé dans du béton, et après ils mettaient leur TMS. Mais ça, peu de gens le font, parce que 3 cm de béton sur l'ensemble de la maison, je cligne. C'est encore un billet à sortir. Donc là, au vu du nombre d'heures piquage que j'ai, je vais continuer à dérouler ma couronne en entier. Je vais la dérouler sur toute la longueur de la maison, comme ça je sais que je vais quasiment tout passer. Au pire, ce que je couperai, il va me rester peut-être 5-10 mètres, pas plus. Donc allez, je déroule ça et je commence à la passer. Donc allez, je vous montre ma petite technique pour aller super vite pour câbler des circuits de prise avec du câble R2V. J'ai déroulé donc toute ma couronne. Ce que je vais faire, c'est que vu que mon point d'arrivée, donc c'est le petit repère qui est là-bas, ça c'est donc ce qui arrive du tableau, faut que j'aille ici et que je reparte à peu près à toutes mes prises. Donc je vais prendre ma couronne que j'ai entièrement déroulée, je vais passer à travers tous les rails, la laine, etc. Et je vais aller jusqu'à la dernière à laquelle je dois aller, en ligne droite. Et vous allez voir pourquoi je fais ça et comment je m'en débrouille après. Donc c'est parti. Petite astuce, quand vous êtes en train de tirer des câbles ou des gaines comme ça et que vous avez déjà un câble RJ45 qui est passé, vérifiez une chose, c'est que on tire, on va de plus en plus vite et de plus en plus fort. C'est qu'au bout d'un moment, ça finit par chevaucher le câble RJ45 et ce qu'il faut pas, c'est que ça vienne frotter 100, 200 fois où vous allez tirer dessus sur le câble RJ45 parce que forcément, ça va finir par égratigner l'isolant du câble RJ45. Moi, ça m'est déjà arrivé avec une gaine de tirer et puis la gaine, vu qu'elle a des anneaux, elle a frotté contre le câble RJ, la laine poussait en plus bien fort contre le rail et j'ai déglingué mon câble RJ45. Donc c'est un petit truc à la con, mais les câbles RJ sont un peu plus fragiles que le R2V quoi. Le R2V pareil, hein, même délire. Si vous avez 30 gaines à faire passer au même endroit que vous tirez, au bout d'un moment ça va le bouffer. Pour une gaine ça va aller, mais voilà, on essaye juste de pas frotter parce que vous savez très bien que voilà, quand on prend quelque chose qu'on frotte très fort, très vite, ne serait-ce qu'avec la main, on se brûle. Donc c'est un peu le même principe quoi. Frottement, chaleur, on bouffe tout. Bon voilà, j'ai passé toute ma couronne. J'ai fait le tour exactement vers là où vont les prises. Donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi je fais ça, pourquoi je passe tout une seule fois au lieu d'aller d'une prise à l'autre. Je coupe mon câble, je passe d'une prise à l'autre et ainsi de suite. Donc là, ma prise donc, qui arrive du tableau, toujours celle-là. Le câble qu'on vient juste de passer, où j'ai, voilà, hein, la chute, elle arrive ici. Je le passe comme ça dans les doublages. Donc je l'ai passé ici, tac, tac, tac. Là ensuite, j'arrive à ma première prise à côté du RJ45. Là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, j'ai fait une boucle comme ça. C'est exactement la même chose quand je vais couper pour brancher ma prise, couper ici et couper là. J'aurai deux câbles en fait. J'aurai celui qui arrive de la droite et celui qui repart. Comme ça, j'ai pas besoin de recouper 15 fois quand je câble. En fait, je passe un seul câble, je fais une boucle, je scotche avec du Chatterton ici. Je vais scotcher juste un peu là pour bien signaler que c'est là, hein, parce que si le plaquiste, sans faire exprès, il fait ça et puis qu'il fait pas gaffe, il se dit bah il y a pas de prise à cet endroit-là. Donc je mets un petit bout de scotch juste pour que ça reste bien comme une sortie de fil quoi en fait. Donc je suis reparti là-haut. J'ai fait tout le tour, j'ai fait le tour des fenêtres, je suis venu ici, même topo pour la prise à droite de la vasque, une boucle à hauteur. Pareil pour ici, donc à chaque fois hein, je vais mettre une petite bague de scotch. Je continue, tac 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 tac, et là je reviens dans ma cloison en tête de lit. Donc là je vais faire une boucle pareil ici pour ces prises là, et ma dernière prise
ce sera celle-là. Et après, là, je couperai le rap de ma couronne. Donc, vous amusez pas forcément à faire ça avec une couronne neuve, parce que même là, j'ai beaucoup trop long. De toute façon, je recoupe à ma dernière prise et tout ce qui reste, bah, ce sera la chute de ma couronne qui me servira pour autre chose. Une couronne neuve, ça peut faire 100 mètres. Donc là, ma couronne, il restait un bon tiers, on va dire. Donc je savais qu'il y aurait trop long, pas exactement à quel point, mais ça va. Mais par contre, avec une couronne neuve de 100 mètres, si j'avais fait ça, j'y serais encore en train de tirer tout le long, quoi. Donc avec une couronne neuve, après, voilà, faut remesurer un petit peu à mi-chemin pour savoir combien il faut que vous tirez pour aller au moins jusqu'à la dernière. Plus la longueur des boucles si vous ne faites pas les boucles en chemin. Mais là voilà, il va me rester juste à couper là, tac, enrouler tout le reste ou pousser vers la prochaine chambre que je vais devoir aller câbler. Et là, ça m'a pris peut-être une petite vingtaine de minutes entre dérouler le câble et puis passer tout. Et là, je viens de câbler 9 prises. Donc, vous voyez, le coup des boucles, c'est quand même assez pratique. Ça change pas fondamentalement grand-chose que de couper le câble et repartir à chaque fois, mais il faut mettre le scotch au fur et à mesure et ainsi de suite. Et le gros avantage des boucles, c'est que si jamais, à cet endroit-là, bah, on peut pas mettre de prise parce que bah, finalement, la cloison, elle remonte pas assez haut à cause de la douche, etc. et que j'ai pas encore coupé, bah il y a juste à laisser ça derrière le placo, quoi, en fait. Juste on enlève un peu la boucle, hop, on laisse derrière le placo, c'est pas coupé, c'est pas rompu, donc le jus continue à circuler à droite et à gauche sans avoir besoin de faire de connexion. Et s'il y a besoin, bah pour X raison, admettons la vase qu'elle est déplacée, qui est peu probable, mais on sait jamais, bah j'ai juste à prendre ma boucle et hop, à venir ici. Alors je peux pas non plus aller 15 mètres à côté, mais voilà, et sans connexion tout ça. Ou même simplement enlever la boucle et venir la refaire plus loin. Donc ça, gros avantage. Et dernier petit truc que j'avais pas précisé là-haut, ça c'est un plafond plat pour le coup. Donc là, pas de plafond bois apparent, tout ça. Donc là, j'ai pu passer pas mal de câbles déjà avant les vacances. Et à cet endroit-là, je vais avoir aussi une trappe au-dessus du WC qui est complètement à gauche dans la salle de bain pour accéder à un autre moteur de VMC, parce que c'est ça aussi le problème de ce genre de plafond et de maisons très grandes, les plafonds bois là, c'est que pour passer les gaines de VMC, c'est juste pas possible, quoi. On peut pas traverser les poutres qu'il y a, enfin c'est un enfer. Donc pour les VMC, c'est très galère comparé à une maison un peu classique où on a du plafond plat partout avec 10-15 cm de vide, où là on fait ce qu'on veut, on passe en biais, etc. Les VMC, faut vraiment se creuser la tête quand on a ce type de plafond. Mais bon, ça après, moi j'ai l'habitude ici, je vous dis, dans l'île de Ré, c'est à gogo des maisons comme ça, avec tout en apparent, tous les trucs, les machins, les trucs. C'est voilà, à chaque fois qu'on me dit VMC, je me sens pas bien. Donc moi je vais aller scotcher ça, toutes mes petites boucles et recouper ma chute. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai encore au moins 1 ou 2 épisodes en câblage, toujours dans cette maison. Et ici j'y suis pour un petit bout de temps, en plusieurs parties forcément. Donc j'aurai pas mal de choses à vous montrer, vous verrez un peu l'évolution des travaux au fur et à mesure. Et petite nouveauté pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne vraiment de sorte à ce qu'on puisse encore faire plus de vidéos, qu'on ait plus de temps, etc. Vous verrez sur le bouton rejoindre de la chaîne, tout est expliqué. Je vous ai fait une petite vidéo explicative pour expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur ce fameux bouton rejoindre pour ceux qui veulent soutenir la chaîne encore plus. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!